Une production des studios Bass. Hors série. Bienvenue tout le monde à cet épisode hors série de Silence on roule, un épisode tout spécial enregistré au Salon du véhicule électrique de Montréal. C'est le troisième d'une série de 3, donc le dernier. Et aujourd'hui, on a la chance de vous faire entendre 2 entrevues. La première que nous avons réalisée avec Point S, donc l'entreprise de service pour véhicules Point S. Et finalement, une dernière avec Pirelli Canada, où on va parler de pneus spécialisés pour les voitures électriques. Alors, on écoute tout de suite les 2 entrevues. Bonjour tout le monde, bienvenue au Salon du véhicule électrique de Montréal pour une captation spéciale de Silence on roule. On est live au salon, donc à l'endroit où se donnent les conférences et dans une formule tout à fait revue, adaptée pour le contexte. On a différents invités et je dois dire qu'aujourd'hui, j'ai avec moi des co-animateurs, ce qui arrive relativement rarement dans le podcast. Il y a des chroniques, mais il n'y a pas de co-animateurs. Très heureux d'avoir, entre autres, Fred Saint-Laurent. Bonjour, Fred. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Passe un beau salon à date? Oui, essentiellement très occupé. Au salon au stand de l'AVEC. Donc, les essais routiers, ça roule, beaucoup d'essais qui se font en fin de semaine. Et avec toi, Stéphane Levert. Bonjour, Stéphane. Salut Martin, salut les gars. Ben écoute, content que tu sois ici, Stéphane, un généraliste de la voiture électrique comme toi. Ça va avoir plein de questions, je suis bien certain, avec notre invité. Puis on est chanceux, on a aujourd'hui Alexandre, on dit McCabe? On dit McCabe. McCabe. Donc, ouais. Alexandre McCabe de Point S. Tu vas nous parler, Alexandre, donc de Point S et des services qu'ils peuvent offrir, mais évidemment, on va le regarder dans l'axe ou l'angle des véhicules électriques. Juste vous rappeler, tout simplement, que, étant donné qu'on est au salon avant de commencer, ben, il y a du bruit d'ambiance. On est dans le stade olympique qui n'a pas fait sa réputation avec la qualité de son acoustique. Donc, il y a beaucoup d'écho ici, beaucoup de son, c'est normal. Fait que si vous entendez des alarmes de véhicules puis des trucs comme ça vient avec, il n'y a pas de problème. Ceux qui apprennent l'existence du podcast Silence on roule, ben il y a des écrans qui roulent chaque côté, vous allez voir de l'information, mais en gros, c'est fort simple, vous tapez Silence on roule dans n'importe quel moteur de recherche, vous allez nous trouver www.silenceonroule.com. Des émissions régulières aux 2 semaines et des hors-séries entre ça. C'est entièrement dédié à faire connaître les voitures électriques, expliquer comment ça fonctionne, l'écosystème, les différents modèles de voitures. Information autant pour les débutants que pour les gens qui ont déjà une voiture et qui sont un peu plus avancés. Donc, on vous invite évidemment à nous suivre, à écouter nos épisodes pour en apprendre plus. Puis nous, ben, on vend rien, on vend pas d'auto, on n'est pas commandité par aucun manufacturier d'auto. Donc, notre information est tout à fait neutre et objective. Du moins, on essaye en tout cas. Alors, on revient avec toi, Alexandre. Aujourd'hui, tu vas nous parler de l'entretien qu'on peut faire sur une voiture électrique. Et il y a différents trucs qu'on peut faire entretenir. Il y a une espèce de... On a souvent dit qu'avec les voitures électriques, il y a moins d'entretien. Il y a évidemment les pièces qui n'existent pas sur le véhicule électrique. On n'en fera pas l'entretien. Hein? C'est difficile de faire l'entretien d'un injecteur dans un véhicule électrique. Qui n'existe pas. Mais il y a quand même des choses qui existent pour lesquelles il y a des entretiens qui peuvent être nécessaires. Alors, c'est de ça que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Il faut commencer en quelque part. Donc, il y a des liquides dans un véhicule électrique. Quels sont ces liquides-là et quel est l'entretien qu'on doit faire? OK, bien, première chose, bien, important de mentionner qu'effectivement, le véhicule électrique est quand même pourvu de certaines composantes qui sont similaires qu'à une voiture à essence traditionnelle. Donc, pour ça qu'il y a certains liquides qui devront être remplacés ou du moins entretenus. On va commencer par le liquide de frein, par exemple. C'est un liquide qui est présent au même titre qu'un véhicule à essence traditionnelle. C'est un véhicule qui va avoir tendance à capter l'humidité.
Donc, il faut tester le taux d'humidité de ce liquide de frein-là. Si on néglige cet entretien-là, ça va générer de la corrosion de certaines composantes à l'intérieur du véhicule électrique. Donc, on pourrait parler des étriers de frein, là, les pistons. On pourrait parler du mètre cylindre de frein qui est en haut là, du véhicule. Donc, c'est un liquide qu'on doit vérifier son taux d'humidité aux 2 à 3 ans, puis selon le calendrier d'entretien du manufacturier, il va devoir être remplacé dans une certaine fréquence. Mais est-ce que c'est un entretien qui est différent de celui qu'on aurait sur une voiture à essence? Dans ce sens où c'est exactement la même chose? C'est la même chose. Les techniciens vont utiliser le même genre d'outils, le même genre de procédé. Ça reste la même chose que sur une voiture traditionnelle. OK. On est dans les freins. Restons dans les freins. Les freins en tant que tels, donc les plaquettes, etc., évidemment, elles vont s'user comme n'importe quelle voiture, mais le fait que la voiture soit électrique et qu'il y a de la récupération d'énergie, donc il y a beaucoup de freinage magnétique, j'imagine que l'entretien est un peu différent ou un peu moins fréquent. Explique-nous donc ce qu'il y en est. Bien, c'est un peu la même chose aussi. Vu qu'on fait beaucoup de freinage en régénération, qu'on appelle, on va moins mettre ou peu mettre en contribution les freins mécaniques. Donc, quand on fait du freinage à une pédale, qu'on appelle, souvent à ce moment-là, ça va être juste le freinage régénératif là, du côté magnétique. Ce qui fait que les freins mécaniques, donc les disques, les plaquettes, ne sont pas mis à contribution. Un disque qui ne frotte peu ou pas va rouiller avec le temps. Donc, ce qui pourra occasionner des galettes de rouille, une déformation de la surface de freinage. Puis au niveau aussi des étriers de frein, il y a où est-ce que les plaquettes sont installées, il y a des espèces de coulisses, là, des petites goupilles qu'on pourrait dire qui sont premièrement souvent montées à sec en usine quand le véhicule est livré neuf. Les manufacturiers ne vont pas mettre de graisse à certains endroits, ce qui est un peu fâcheux, là, considérant le prix des véhicules. Nous, on fait ça en atelier. Oui, c'est ça. Ça ne favorise pas la durabilité de ces pièces-là. C'est important d'aller vérifier que ces coulisses-là sont bien lubrifiées. L'endroit où les plaquettes vont s'insérer dans les étriers ou s'assurer qu'il y a un lubrifiant pour empêcher que ça saisisse. Puis c'est bien important aussi, quand on a un véhicule électrique, dans la mesure du possible, d'essayer de faire quotidiennement un freinage mécanique. Donc, d'utiliser la pédale de frein. Le fait d'initier un freinage mécanique va faire frotter les plaquettes sur les disques. On va aller nettoyer la surface de freinage. On va aller retirer la petite croûte de rouille qui va se former sur le disque. Donc, quand on parle d'entretien des étriers, c'est vraiment les points de montage où est-ce que les plaquettes sont insérées, puis les petits axes, les goupilles, là, où est-ce que l'étrier va coulisser, va travailler. Il faut s'assurer que c'est pas grippé. On parle d'entretien pour pas que ça saisisse, mais il faut garder aussi en considération que si les freins restent partiellement appliqués parce qu'ils sont en train de saisir, on va générer une résistance au roulement. On le sait, avec un véhicule électrique, c'est primordial. On ne veut pas avoir de résistance au roulement ou le moins possible. Donc, on ne veut pas qu'il y ait des éléments qui restent partiellement appliqués qui vont freiner un petit peu le véhicule. Ça ne sera pas perfectible dans notre conduite, mais qui va être là. Ça va paraître sur l'autonomie. Ça va paraître sur l'autonomie, effectivement. Voilà. Est-ce que je me trompe ou c'est un des points qui peut causer un peu plus de problèmes sur un véhicule électrique versus véhicule à essence et où certains manufacturiers renseignent mal leurs consommateurs? J'ai quelques amis qui ont eu des problèmes après seulement peut-être 2 ans, 3 ans, freins saisis ou un problème au niveau des freins et malheureusement, c'est c'est très encouragé par le fait que les gens ont comme cette perception-là qu'il n'y a pas d'entretien. Mais il y en a beaucoup moins, mais il y en a quand même. C'est important. Il y a pas, oui, puis effectivement, 2 sur un véhicule à essence, c'est obligatoire. On freine mécaniquement à tous les jours. Sinon, on aurait des accidents. Donc, tandis que quand on utilise le véhicule électrique, le freinage régénératif, ça se pourrait quelqu'un qui est vraiment très chanceux puis qui conduit excessivement bien, il pourrait arriver peut-être à ne pas du tout utiliser la pédale de frein. Et là, on ne fait pas travailler les freins. Et les freins, c'est un élément de sécurité le plus important sur un véhicule. C'est quoi la fréquence? Est-ce qu'il faut faire ça plusieurs fois par année, une fois ou 2 ans? Moi, je dirais une fois par année, ce serait une bonne idée. Okay. Qu'est-ce qui va aussi augmenter la corrosion de ces pièces-là ou qui va augmenter pas la destruction, mais la détérioration de ces pièces-là? Nos hivers. Nos hivers québécois, canadiens, on met beaucoup de sel de calcium sur nos routes. Encore une fois, ça va contribuer négativement à augmenter la corrosion de ces pièces-là. Donc, un bon entretien annuel, moi, j'aurais tendance à dire au printemps, après la saison froide, après qu'on a passé le travail de l'hiver, changement de pneus, effectivement, ce serait un bon temps de regarder ça. Faire nettoyer. Parle-nous donc maintenant, s'il te plaît, Alexandre, de tout ce qui est les liquides de refroidissement. Est-ce qu'il y a un entretien à faire et si oui, lequel? Oui, absolument. Donc, un véhicule électrique va avoir des fois 2 liquides de refroidissement. Il peut en avoir qui va refroidir la batterie. Il peut en avoir un qui va circuler alentour du moteur électrique pour le refroidir. Ce qu'on veut vérifier quand on regarde le liquide de refroidissement, c'est 2 choses. Premièrement, le pH. Donc, on veut s'assurer qu'on maintient un pH neutre, équilibré, parce qu'un mauvais pH va générer, encore une fois, de la corrosion dans les composants du système. Ça, c'est la première chose. Puis deuxième chose, on veut s'assurer aussi du point d'antigel. On veut au Québec, il fait froid, il peut faire -20, -30.
faut pas que le liquide gèle à l'intérieur des composantes parce qu'on sait très bien ce que ça va occasionner. Ça va occasionner des fissures, des bris. Mettons un liquide qui aurait gelé, on va gonfler des composantes puis on va les détruire. Donc, c'est les deux choses qu'on veut vérifier. Comme je dis, le liquide peut être présent autant au niveau de la batterie qu'au niveau du groupe propulseur, dans le fond. Ce qu'on appelle la thermorégulation. Effectivement. Dans le fond, c'est un élément qu'il y a beaucoup de gens qui portent beaucoup d'attention. Fait que si on veut que ça continue à fonctionner à long terme... Absolument. Absolument. Si on ne veut pas que la batterie surchauffe, on ne veut pas que le moteur électrique surchauffe, donc il faut s'assurer de la qualité et la quantité du liquide de refroidissement. Il faut que le niveau soit bon, il faut que le pH soit bon, donc on s'assure de ça. C'est un autre... Dans le liquide de refroidissement, il va y avoir des inhibiteurs de corrosion, OK? Donc, qui va agir un peu de lubrifiant. On a beaucoup de pompes électriques sur un véhicule électrique qui vont faire circuler ces liquides-là. On veut s'assurer que les lubrifiants dans ce liquide-là sont toujours présents pour s'assurer d'une bonne lubrification des pompes et des composantes aussi. On peut également penser au lubrifiant moteur, la boîte de réduction puis tout ça. Est-ce qu'il y a là aussi un entretien qui peut être fait? Même chose. C'est des On éléments... sait même pas souvent qu'il y a une boîte de réduction dans les voitures électriques. On est tellement mindé que c'est simple, donc c'est une batterie. Puis, pas de transmission. Non, il n'y a pas de transmission. Puis c'est quasiment, la pédale d'accélérateur, c'est juste on contrôle combien d'électricité on va envoyer dans le moteur puis qui tourne plus ou moins vite, that's it. Mais non, il y a quand même des boîtes de réduction. Absolument. Puis ce qu'il va faire, dans le fond, c'est que le moteur électrique va tourner à une certaine vitesse quand même assez rapidement. Beaucoup trop rapidement par rapport à la vitesse de rotation des roues. Donc, on va réduire cette vitesse de rotation-là. Première chose. Deuxième chose, il y a quand même aussi ce qu'on appelle un différentiel. Ça, c'est ce qui va séparer la puissance, la traction entre les deux roues d'une même essieu. Okay? Ça, c'est la même chose que sur un véhicule à essence. Il y a un différentiel. Ce différentiel-là baigne dans l'huile. Le boîtier de réduction baigne dans l'huile. Encore une fois, c'est un lubrifiant qui, avec le temps, peut se dégrader. Et aussi, comme c'est des engrenages, c'est des pièces mécaniques, il y a des roulements, ça peut, avec le temps, il y a un petit peu de, excusez l'expression, du mâche-fer qui peut se faire des petits débris métalliques. Donc, plus que ça s'accumule dans le liquide, plus que ça augmente l'usure des composantes. C'est pour ça qu'après un certain temps, il faut changer ce liquide-là pour retirer ces débris mécaniques-là, ces débris métalliques-là qui circulent à l'intérieur du liquide. Et, on dit qu'il n'y a pas de boîte de vitesse, mais en fait, il y a certains véhicules électriques qui ont effectivement une boîte de vitesse, comme j'avais vu que la Porsche Taycan, sur l'essieu arrière, a 2 vitesses. Il y a vraiment un changement de vitesse au niveau de l'essieu arrière. Ainsi que probablement les Audi correspondantes, là. Oui, probablement, effectivement, là. Donc, encore une fois, s'il y a une boîte de vitesse, il y a un entretien forcément à faire aussi, là. Moi, je t'ai lancé en gros, rapidement, comme ça, les points pour lesquels j'avais la perception qu'il devait y avoir un certain entretien à faire. De ton côté, est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas mentionnés d'entretien qui doivent être faits sur une voiture électrique qu'il ne faudrait pas oublier dans notre routine annuelle? Oui, certains véhicules électriques vont avoir un système de refroidissement à air, donc il y a une circulation d'air qui va se faire alentour des batteries. Dans ces systèmes-là, il va y avoir un pré-filtre qui va s'assurer qu'il n'y ait pas de poussière, de contaminants qui va circuler dans le circuit d'air. Donc, il faut s'assurer que ce filtre-là n'est pas bouché, obstrué, parce que si on réduit la quantité d'air qui circule, forcément, la chaleur va augmenter. On le sait, la chaleur, c'est l'ennemi de la batterie. Il faut la thermoréguler, il faut la maintenir à sa température optimale de fonctionnement. Ça, c'en en est un. Deuxième chose, l'alignement des roues. Au Québec, on a des magnifiques routes. Ah, ils sont belles. Pas du tout à l'épreuve nos véhicules, mais vraiment pas du tout. Avec les pièces de suspension, tout ça, c'est aussi à toujours... Absolument. Oui, on pourrait en parler ça aussi. Mais même déjà, l'alignement, un véhicule qui est désaxé va générer une résistance au roulement. Donc, encore une fois, on va parler de réduction d'autonomie, mais on va aussi parler d'usure prématurée des pneus. Ça, c'est un des points aussi qu'on parle beaucoup. Le véhicule électrique est un petit peu plus agressif au niveau de la pneumatique, de par son fort couple, de par son poids additionnel. Et le plaisir d'utiliser le couple. Et le plaisir d'utiliser le couple, effectivement, on a un véhicule qui est quand même parler des plaisirs de couple, toi, là? Tu te trompes de podcast. Un autre couple. Fait que, effectivement, il faut s'assurer d'un bon alignement du véhicule. Souvent, des fois aussi, les gens vont penser qu'un alignement se fait sur l'essieu avant seulement. C'est pas le cas. Même si en avant, il y a des roues directrices, en arrière aussi, il y a des réglages à faire. C'est pas tous les véhicules, c'est pas pareil pour tous. Mais oui, il faut vérifier l'alignement pour être sûr qu'on n'a pas de résistance au roulement additionnel. On parlait de composants de suspension de direction. Même chose, si on a un roulement de roue, par exemple, qui a du jeu, on peut se retrouver désaxé. On peut se retrouver avec une résistance au roulement. Des pièces de direction qui seraient larges, ce qu'on appelle un joint à rotule, un embout de biellette de direction. C'est toutes des composantes qu'il faut contrôler pour s'assurer qu'il n'y a pas de jeu dans ces pièces-là. Donc, encore une fois, sinon, il y a du jeu, ça va être désaxé.
Composants de suspension, les amortisseurs, les ressorts hélicoïdaux qui sont mis à rude épreuve. On va vérifier que les ressorts ne sont pas cassés. On va vérifier que les amortisseurs ne coulent pas. On va s'assurer aussi qu'il y a des liens stabilisateurs, là, des link kits qu'on appelle en bon jargon français, là, anglais. On va s'assurer qu'il n'y a pas de jeu dans ces pièces-là. Fait que tout ce qui est, on appelle ça dans l'automobile le undercar, tout ce qui est sous la voiture, donc frein, suspension, direction, il faut porter une attention particulière à ces composantes-là, qui sont la même chose qu'un véhicule à essence. Donc, il faut faire des inspections. Ça, on va recommander de vérifier ça à chaque changement de pneu, dans le fond. Particulièrement au Québec, encore une fois, avec les belles routes qu'on a, là, c'est pas des inspections qui sont longues à faire. Là. Le technicien qui fait son changement de pneu, c'est visuel, mais c'est aussi tactile. Il va brasser la roue, si je peux me permettre l'expression. C'est sans la roue. Là. Exactement. Il est là, quand il enlève les roues, il va voir l'état des freins, mais aussi quand la roue elle est boulonnée sur son moyeu, il va vérifier s'il y a du jeu gauche-droite, en haut, en bas, aux 4 roues, aux 4 coins, puis s'assurer qu'il n'y a pas de composante qui est lâche. Tu nous parles de ça avec beaucoup d'assurance. Visiblement, tu connais ça, tu connais les voitures électriques. Est-ce que vos employés sont formés spécialement en lien avec les voitures électriques ou, étant donné que quand même plusieurs des interventions dont tu as parlé, qui sont des interventions normales qu'on fait sur n'importe quel véhicule, ben c'est ces mêmes techniciens-là qui font des véhicules électriques puis ont appris l'électrique sur le tas, ou vous avez une formation particulière de vos employés en lien avec le véhicule électrique? OK, il y a une bonne distinction à faire ici. Tout ce qui est, je reviens à tout ce qu'on appelle le undercar, donc tout ce qui est sous le véhicule, frein, suspension, direction. La très grande majorité des techniciens sont capables de travailler là-dessus aisément. Il n'y a pas de problème parce que, comme on disait tantôt, c'est les mêmes composantes qu'un véhicule à essence. Il n'y a pas d'enjeu de sécurité pour le technicien de travailler là-dessus parce qu'on ne joue pas dans des modules haute tension. Donc, tous les ateliers peuvent travailler là-dessus. Par contre, si on arrive au niveau des liquides de refroidissement, si on arrive au niveau de faire du diagnostic électrique, ça pourrait arriver aussi qu'il y a des bris. Mettons, lumière check engine allume ou qu'il y a des codes d'erreur, que là, on va aller jouer dans les modules haute tension. Non, là, c'est pas tous les ateliers qui sont capables de jouer avec ça. Il y a des formations qui existent ici. Je vais me permettre de les nommer si je peux. Compétences VE. Il faut que les techniciens aient passé au travers de ce processus de formation-là et cette certification-là pour pouvoir travailler là-dessus. Il n'y a pas juste la formation qui est importante, il y a de l'outillage. Quand on travaille sur des véhicules électriques, on joue avec de la haute tension. Les techniciens ils doivent avoir un équipement de protection individuelle, un EPI qu'on appelle. Donc, on va parler de lunettes de sécurité, on va parler de SARO, une chienne en bon français, anti-feu, arc flash. On va parler avec des... Ignifugés. Oui, ignifugés, merci. On va parler de souliers isolés là, qui ne conduisent pas l'électricité. On va parler de perches de survie. Donc, exemple, un technicien qui travaille sur un module haute tension, on va délimiter une zone de travail. Donc, on va mettre des bornes avec des chaînes, puis personne d'autre ne peut entrer dans cette zone de travail-là pendant que le technicien joue là-dessus. On va s'assurer qu'une deuxième personne va jeter un œil à ce technicien-là pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. S'il devait arriver un malheur ou est-ce qu'il se tombe en état d'électrocution, il faut qu'une deuxième personne soit en mesure d'intervenir, d'où la perche de survie pour le sortir de ça, le décoller du véhicule. Donc, c'est vraiment important. Quand on touche au module haute tension, ça prend des compétences et non, c'est pas n'importe qui peut jouer avec ça. Donc, je comprends que chez Point S, vous avez des mécanos, je ne sais même plus si on doit les appeler des mécanos, ou des techniciens. Ouais, en 2023, on va parler des techniciens qui sont accrédités donc pour être capables de le faire. Vous en avez dans certains Points S, mais pas tous les Points S. Non, c'est encore... on est dans nos premiers balbutiements, là, on commence. Là. On a dévoilé, justement, vous allez voir, si vous venez à notre kiosque, on a notre logo Point S certifié hybride et électrique. Ça vient avec, pour nous, moi je travaille pour le siège social de Point S, avec une certification. Donc, mes ateliers qui veulent s'afficher Point S certifié hybride et électrique, je vais les auditer. Donc, il va y avoir des critères à rencontrer pour que je leur donne mon aval pour être affiché certifié hybride et électrique. Donc, comme on disait, ils vont devoir avoir des techniciens formés certifiés avec leur certificat. Ils vont devoir avoir tout l'équipement de protection individuelle, l'outillage, travailler sur les véhicules électriques. Puis aussi niaiseux que ça puisse paraître, on exige que nos ateliers aient des bornes de recharge niveau 2. Parce que, tu sais, ça fait pas de sens d'avoir de travailler sur un véhicule électrique, mais de ne pas être capable de le brancher, de le charger. Bien, si vous voulez tester de toute façon sa capacité de recharge, vous n'avez pas le choix de le brancher. Absolument. Puis de toute façon, on va beaucoup promouvoir le fait que quand un véhicule va se présenter en atelier, même pour un service de pneus ou quelque chose comme ça, de le brancher, c'est de remettre le véhicule au client chargé ou du moins de l'avoir branché. C'est un petit service à valeur ajoutée qui ne coûte rien, mais qui est tellement intéressant pour le client.
Et puis, moi, je suis curieux, là, par rapport à votre clientèle actuellement, ça représente combien de pourcentage de votre clientèle actuellement qui est des propriétaires de véhicules électriques par rapport... Je vais être honnête, j'ai pas la statistique exacte, là, donc je vais y aller selon ma perception. D'après moi, ça reste quand même assez faible. Je dirais peut-être un 5 à 10 %. Mais c'est dans cette optique-là que vous faites actuellement votre programme pour certifier vos une optique de croissance. ateliers, pour pouvoir justement les accueillir en plus grand nombre. Absolument. Puis on sait que c'est... on s'en va vers ça. Les paliers de gouvernement en ont parlé. On sait que les voitures thermiques vont être bannies d'ici un certain laps de temps. On sait que le parc électrique va continuer d'augmenter. Probablement, il va prendre une courbe ascendante. La vitesse va augmenter si nos manufacturiers peuvent finir par livrer des voitures. Là. Donc, un autre débat. Un autre débat, effectivement. Fait que oui, on incite beaucoup nos ateliers à initier le processus de formation, d'équipement, puis ces choses-là. Puis on veut être des pionniers, on veut être à l'avant-scène, on veut pas être à la remorque des autres, on veut être pionniers là-dedans. Bien, je pense que c'est un peu l'objectif de t'avoir ici aujourd'hui avec nous, Alexandre, parce que la perception des gens, c'est que quand ils achètent la voiture électrique, c'est nouveau pour eux, puis ils ont un peu l'impression que c'est nouveau pour tout le monde, que la seule personne qui connaît, qui comprend et qui pourrait intervenir sur le véhicule est forcément uniquement le concessionnaire de chez qui ils ont acheté le véhicule. Ce qui n'est pas toujours vrai, soit dit en passant, mais il y a de plus en plus de garagistes indépendants ou alors de bannières comme la vôtre qui ne sont pas affiliés à un concessionnaire, qui deviennent spécialisés, qui ont les compétences pour le faire. Donc, quand les gens nous disent « Où est-ce que je vais aller pour entretenir mon auto si j'achète une auto électrique? » Il n'y a personne qui connaît ça. C'est de moins en moins vrai. Tu as parlé de compétences 2000 tout à l'heure. On peut aller voir compétences VE, compétences 2000, je me suis trompé de comité. Compétences VE. On peut aller sur leur site et on peut voir assez facilement quels sont les ateliers qui ont été certifiés. Donc, les gens peuvent aller à ce moment-là choisir dans leur quartier ou dans leur région un garage où les gens vont avoir les compétences pour entretenir les véhicules. Puis je pense que c'est un peu ça aussi, vers ce tournant-là, vous êtes en train de prendre. Fait que c'est important de dire aux gens, restons calmes, là. Il y en a de plus en plus des ateliers spécialisés qui sont capables de faire les entretiens. Puis, absolument. Puis aussi, si j'ai bien compris, la distinction que vous faisiez tantôt entre les types de travaux, même vos ateliers qui ne sont pas certifiés électriques, si on parle de l'entretien annuel des freins ou les choses, justement, comme vous dites, suspension, le undercar, ils vont tous être capables de le faire. Absolument. Changer des pneus, remplacer des freins, des pièces de suspension de direction, faire un alignement. C'est toutes des choses que les ateliers sont capables de faire sans problème. Et je voulais apporter aussi un petit point. Je trouve ça important de mentionner qu'on peut être fier au Québec parce que le programme Compétences VE, c'est une... je ne travaille pas pour eux, mais je suis fier de dire qu'on est les précurseurs au Canada pour ça. Dans les autres provinces canadiennes, il n'y a pas vraiment de programme aussi bien fait, aussi étoffé que le nôtre pour la formation des techniciens. Fait que je dirais que dans les autres provinces, ça apporte encore beaucoup aux concessionnaires. Mais c'est quelque chose qui va prendre de l'expansion. Le programme Compétences VE va être exporté à l'extérieur du Québec. Puis c'est une belle fierté, je pense, qu'on a. Le Québec qui est en avance des autres provinces en électrification. Une nouveauté. Ouais. On n'a jamais entendu parler de ça. Ben écoute, c'est déjà tout le temps qu'on avait aujourd'hui, Alexandre. Merci beaucoup pour ta présence avec nous. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Évidemment, dans les références du podcast, il y aura un lien là, pour aller voir le site web de .s. Puis vous pourrez, par leur site web, là, aller chercher toute l'information pertinente sur les ateliers.s. Merci beaucoup, puis on se reparle prochainement pour peut-être une autre chronique où on entrera dans des détails. Je trouve ça intéressant de regarder certains aspects liés à l'entretien des véhicules. On parle beaucoup de l'acquisition puis du plaisir de rouler avec, mais il y a forcément un aspect important avec un véhicule électrique qui est son entretien, puis parler avec des gens compétents, c'est toujours intéressant. Merci de l'invitation, ça me fait plaisir, vous êtes très apprécié. Merci beaucoup. Par la suite, nous nous sommes entretenus avec Luciano Cifelli de Pirelli Canada. Et aujourd'hui, je suis très content qu'on parle avec toi, Luciano, parce qu'on va parler de quelque chose d'important pour les véhicules électriques. On a trop longtemps, je trouve, négligé cet aspect-là. C'est-à-dire qu'on a fait passer tous les autres aspects fantastiques du véhicule, puis ça se comprend pourquoi en avant-plan. Mais un véhicule électrique, ça a plein de caractéristiques qui imposent de par elles-mêmes le fait de faire un choix judicieux de pneus. Et aujourd'hui, toi, tu venais nous parler de pneus pour les véhicules électriques. D'entrée de jeu, tu travailles pour une entreprise connue. Tu peux le nommer, hein? Oui, bonjour. Alors, bonjour à tous. Oui, mon nom est Luciano Cifelli. Je suis responsable de compte majeur pour Pirelli Canada. Alors oui, Pirelli, comme tu avais dit, c'est un fabricant de pneus dans le tiers 1, comme on pourrait dire.
On concentre vraiment sur les pneus pour les véhicules passagers, les camionnettes aussi. On est vraiment un des seuls fabricants de pneus qui concentre vraiment juste sur les véhicules passagers, incluant les vélos et les motos aussi. Puis, un de nos grandes concentrations dans les dernières années est sur les véhicules électriques aussi. Alors oui, je suis content d'être ici pour parler de ce sujet avec la gang ici. Ben, excellent. Vous avez un kiosque ici au salon. Vous êtes avec les gens de Point S, je pense? Exactement. Ouais. Puis, comment ça se passe à date? À date, on est ici juste depuis hier. Il y a beaucoup de monde. J'étais content hier à la conférence de presse à 10h qui ont dit que c'est le plus grand salon VE à l'Amérique du Nord. Wow, hein? Alors, on bat Toronto dans quelque chose, oui, hein? exact. Dans plusieurs choses. Au hockey, dans le nombre de coupes Stanley, mais dans la grosseur du salon de véhicules électriques. Écoutez, on va commencer par le début. Donc, Pirelli, vous fabriquez des pneus. Vous êtes un fabricant de pneus connu. Ce qui est peut-être un peu moins connu, c'est que vous avez des usines qui sont très, je dirais, très à l'avant-garde de la technologie pour faire en sorte de travailler avec l'énergie renouvelable puis tout ça. Exactement. Alors, Pirelli, on a 18 usines en ce moment dans 12 pays dans le monde. À part de, exemple, travailler avec des usines qui sont renouvelables avec l'électricité renouvelable, on fait aussi beaucoup de production avec des robots. Alors, on a même quelque chose qui s'appelle le MIRS, Manufactured Integrated Robotic System. Puis, c'est quelque chose qui est différent contre d'autres fabricants de pneus. En ce moment, on regarde aussi pour aller chercher toutes nos usines et les mettre à 100% l'énergie 100% renouvelable. Et on a plusieurs cibles pour toutes les 18 usines qu'on a. J'ai vu dans votre littérature que vous êtes les premiers à avoir des pneus qui sont certifiés FSC. Oui. Moi, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire FSC, là, fait que je vais l'apprendre en même temps que tout le monde. C'est quoi ça? Oui, alors FSC veut dire le Forest Stewardship Council. Alors, il y a quelques produits dans le monde qui sont certifiés FSC. Exemple, le papier peut être certifié FSC. Et si tu es certifié FSC, ça veut dire que tu as passé tous les critères, soit que vous êtes, la compagnie est conscient avec l'environnement ou, dans notre cas, c'est avec le caoutchouc naturel. Alors, on utilise une certaine processus avec le caoutchouc naturel dans le pneu et on a gagné la certification FSC. On l'a fait en partenariat avec BMW pour le véhicule, le BMW iX, si je ne me trompe pas. Puis, c'est le premier pneu dans le monde qui est certifié FSC. Alors, si tu vas sur le flanc du pneu, tu vas être capable de voir le logo FSC. Je vais faire un parallèle qui est peut-être boiteux, mais tu me diras, c'est un peu comme si vous aviez du caoutchouc équitable. Là. C'est ça? C'est moi, je suis curieux, là, du caoutchouc naturel. Ça sort de quel arbre, ça, exactement? Alors, et même moi, alors je suis dans l'industrie depuis 3 années et je savais même pas aussi avant que j'ai joint Pirelli et l'industrie d'un pneu, je savais pas que le caoutchouc, quand ça sort, parce que le caoutchouc sort d'un arbre, puis c'est blanc, c'est pas noir. Alors, on ajoute du carbone noir pour faire les pneus noirs et il y a plein d'autres choses qui vont là-dedans aussi, beaucoup de chimiques et beaucoup de produits pour que le pneu est durable. Mais en effet, oui, le processus de créer un pneu, ça peut aller avec du caoutchouc naturel ou ça peut aller avec du caoutchouc synthétique. On utilise le caoutchouc naturel pour cette processus-là. Merci de parfaire mon éducation parce que honnêtement, je lançais ça à la blague. Là, ça sort de quel arbre et là, toi, tu arrives avec la réponse scientifique. Oui, non, mais c'est un excellent point. Même, comme j'avais dit, je ne savais pas non plus que ça sort d'un arbre. Et oui, il y a des gens partout dans le monde qui ont des fermes de caoutchouc, puis ça sort des arbres. Tu as posé une question sur le caoutchouc, puis lui, il a rebondi là-dessus. C'est pas pire quand même. Le roi de la transition. Et dans la catégorie rebondir, on va rebondir au niveau des autos un peu plus électriques. Est-ce que la croissance du nombre de véhicules électriques est constamment à la hausse en Amérique du Nord? Est-ce que c'est venu qu'avoir des impacts au niveau du marché du pneu, soit au niveau des modèles de pneus, les caractéristiques recherchées, la quantité de pneus vendus, je ne sais pas. Est-ce que vous voyez quelque chose?
Alors, qu'est-ce qui nous permet en ce moment de voir que, oui, il y aura beaucoup plus de véhicules VE en production pour les années qui s'en viennent, c'est que Pirelli, on travaille avec plusieurs OEM, comme exemple BMW, Audi et vraiment toutes les OEM. On a des projets en ce moment qui vont durer jusqu'à 5 à 7 années, plus loin qu'aujourd'hui. Alors, ça nous donne l'avantage de savoir qu'est-ce qui s'en vient dans le futur. Et selon nos data qu'on voit, jusqu'en 2030, on prévoit que 75% du production va être complètement VE dans la catégorie Premium Prestige et à peu près toute la production jusqu'à 80 à 90% va être 100% VE. Comment est-ce que ça traduit vers les pneus? Ben, on va graduellement changer la majorité de notre production pour accenter sur les technologies VE parce que, et on va parler bientôt, un pneu normal pour un véhicule traditionnel est très différent qu'un pneu pour un véhicule électrique. Alors, et juste d'être ici dans les dernières 2 journées, je vois qu'il y a plusieurs mondes qui viennent nous voir pour nous demander c'est quoi exactement les bénéfices et comment, est-ce que ça fait vraiment un changement. Alors, je le vois déjà aujourd'hui dans le public, le monde sont intéressés de parler en plus. Justement, Luciano, là, un pneu conçu pour un véhicule électrique, qu'est-ce que ça a de différent d'avec un pneu plus traditionnel, mettons? Alors, excellent point. Alors, on sait que les véhicules VE ont vraiment 4 besoins. On cherche une résistance au roulement assez fiable. Le poids est beaucoup plus qu'un véhicule traditionnel. Comme exemple, je vais donner un nom. Si tu vas aller au kiosque de Point S Canada et Pirelli, tu vas voir un Rivian R1S qui est là. Cet véhicule-là pèse 5,8 tonnes. À peine. Oui. Alors, c'est très pesant. Et c'est parmi un des plus grands, mais même des Tesla sont significants dans leur poids aussi. Alors, on a parlé du fiable, résistance au roulement très fiable, le poids, le bruit. Le monde cherche pour qu'il y ait le moins de bruit possible parce que l'auto fait pas de bruit. Hein. Oui, exactement. Et 90% du bruit d'un véhicule électrique vient du pneu et des pneus. Vu qu'il y a moins de bruit de l'habitacle, du compartiment moteur, ben les gens sont plus sensibles à ce son-là. C'est drôle que tu dises ça. 90% du bruit d'une voiture électrique, c'est les pneus. Moi, je donne beaucoup de conférences sur les voitures électriques, puis je dis, tu sais, je n'avais pas ces chiffres-là, puis je dis souvent, ben le bruit d'une voiture électrique qui roule, c'est essentiellement le bruit des pneus sur la chaussée. Fait que si c'est des pneus bruyants ou qu'il y a des petits cailloux sur la chaussée, on entend ça craquer là, en dessous des pneus, mais c'est pas mal le seul bruit qu'on entend. Ce qui reste, c'est le vent. Ce qui reste, c'est le vent. Fait que l'aérodynamisme du véhicule, ben tout ce qui est les surfaces de contact, donc contact avec le vent, qui est le véhicule lui-même, ou contact avec le sol, les pneus, c'est hyper important au niveau du bruit. Exactement. Alors, on a mentionné du bruit, qu'on voit de plus en plus des consommateurs VE sont conscients du bruit. Et dernièrement, je ne sais pas si, j'imagine, plusieurs ici vont acheter des véhicules électriques, ont déjà conduit un véhicule électrique. Quand tu mets ton pied sur le pédale, ça va lancer le véhicule rapidement. Exemple encore, le Rivian qui est avec nous, 835 ou 845 chefs de moteur, c'est assez... beaucoup de couple qui va avec. Exactement. Alors, tout ça ensemble, c'est vraiment les 4 caractéristiques qu'on regarde pour alimenter avec la technologie des pneus. Et on répond à chaque de ces besoins-là. Alors, exemple, pour le poids, on renforce les pneus pour qu'on peut aller vraiment garder le véhicule sécuritaire. Donc, quand on dit renforcer, c'est que il y a de l'alliage de métal plus fort ou plus nombreux? On ajoute certains matériaux pour que le pneu peut aller chercher le poids du véhicule, exactement. Okay. Je suis pas un ingénieur comme beaucoup de mes collègues à les usines et dans les départements de recherche, mais il y a plein de technologies qui vont là-dedans pour qu'on peut aller chercher le poids du véhicule. Exemple, je vais utiliser le Rivian comme exemple souvent, mais avec Rivian et Lucid Motors qui sont ici aujourd'hui avec nous, on a créé un pneu qui s'appelle un High Load. Alors, beaucoup de pneus, tu vois exemple le Excel sur le flanc du pneu, on a créé le pneu High Load pour
renforcer de plus le poids du véhicule. Alors, c'est une autre catégorie de pneus qui n'existe pas. La cote de charge, là, comme Exactement. Deuxièmement, pour le bruit, parce que, comme j'avais dit, c'est 90% du bruit d'un véhicule électrique, on ajoute une mousse à l'intérieur du pneu pour réduire le bruit jusqu'à 2 à 3 décibels. Ça a l'air que c'est pas beaucoup, 2 à 3 décibels, mais c'est jusqu'à 66% de réduction de bruit. Alors, c'est assez significatif. Donc, il y a une mousse dans le pneu qui rend le pneu moins bruyant avec son contact à la chaussée. Juste à l'intérieur du pneu. Si vous voulez voir c'est quoi, on a des exemples à notre kiosque avec le foam à l'intérieur. Puis, c'est une technologie que c'est pas tous les fabricants de pneus qui vont l'avoir, mais parce que c'est assez complexe pour ajouter de la mousse dans des millions de pneus, mais c'est une technologie que tu vas voir plus en plus dans les années qui s'en viennent. Côté accélération, on ajoute des compounds différents au niveau du caoutchouc pour que tu brûles pas le pneu quand tu accélères. Parce que si tu essaies de chauffer un pneu traditionnel versus un pneu VE, le pneu traditionnel va brûler très rapidement si elle n'a pas le caoutchouc adapté pour l'accélération rapide. Puis, juste avant de passer, là, oui. Par rapport aux véhicules électriques, tu l'as expliqué tantôt, là, une caractéristique qu'on recherche beaucoup, c'est justement la faible résistance pour optimiser l'autonomie de notre véhicule. Oui. Mais en termes de longévité du pneu, est-ce que c'est quelque chose, dans le fond, qui vient un compromis par rapport aux deux? Alors oui, j'ai laissé le plus grand caractéristique en dernier. C'est vraiment, et c'est une question que beaucoup de gens me posent aujourd'hui et hier, l'autonomie de batterie. On sait que surtout à Québec, où est-ce que on a des hivers très froids, tout le monde est concerné avec l'autonomie de batterie. Si tu mets un pneu normal, traditionnel, versus un pneu VE qui n'est pas adapté et renforcé pour aller chercher une résistance au roulement plus fiable, c'est sûr que tu vas perdre jusqu'à 30% d'autonomie de batterie. Qu'est-ce qu'on fait avec les pneus VE qui s'appellent, by the way, des pneus Elect? La technologie Pirelli s'appelle la technologie Elect. On renforce les pneus pour que c'est un pneu qui est plus solide, qui va aller chercher plus d'autonomie de batterie. Alors, ça va rouler plus facilement, comme on pourrait dire. Oui, ça a des effets sur la longévité du pneu, mais en toute transparence, c'est pas nécessairement juste le pneu, c'est aussi le poids du véhicule, l'accélération. On voit les pneus qui vont pas nécessairement durer 500-600 comme un pneu ou sur un véhicule traditionnel. Sur un véhicule VE, les pneus vont être usés un petit peu plus rapidement. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas éviter nécessairement. Au niveau de l'usure, il y a plusieurs personnes qui se disent mes pneus ne spinent pas en bon québécois, donc ça l'use pas les pneus. Mais corrige-moi si je me trompe, même si les pneus donnent l'illusion d'être bien collés sur l'asphalte, dès qu'on accélère un peu trop convaincu, ou même on prend un tournant un peu trop serré, les pneus restent sur l'asphalte, mais à chaque fois, c'est un stress supplémentaire qui vient qu'à faire user quand même un peu plus rapidement. C'est sûr que oui, le poids, l'accélération et juste les chefs de moteur plus élevés en général dans les véhicules VE, ça donne que les pneus vont être sacrifiés pour la performance du voiture. Alors, c'est sûr que c'est des choses qui sont évitables. Ça dépend aussi, si tu cherches un pneu VE d'été versus un toute saison, c'est sûr que le pneu d'été va user plus rapidement qu'un pneu toute saison. La même chose applique pour l'hiver. Si tu chauffes un pneu d'hiver, quand c'est plus chaud, exemple, quand c'est 10 degrés ou 15 degrés, quand tu n'es pas censé d'avoir ton pneu d'hiver, le pneu va être plus usagé dans ces moments-là. Va s'user plus vite, ouais. Exactement. En fait, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que c'est certain que si on a une conduite agressive, on va forcément user notre pneu plus vite, mais même avec une conduite normale, on va la qualifier de normale, le poids du véhicule, l'accélération puissante d'un véhicule électrique fait que malgré une conduite responsable, on va quand même user prématurément le pneu. Luciano, tu nous as parlé de belles caractéristiques, puis ces caractéristiques-là commençaient toutes par amélioration de, performance.
Habituellement, à moins que ça soit différent dans le domaine du pneu, quand il y a le mot amélioration ou performance, ça a un impact sur la facture en bout de piste. Combien plus cher je dois m'attendre à payer un pneu adapté pour un véhicule électrique si je le compare avec un bon pneu de qualité équivalente, là, de grade équivalent, mais pas conçu pour la voiture électrique? C'est une excellente question. Ça dépend encore si tu vas aller pour un pneu de performance versus un pneu touring pour tous les jours. C'est à peu près 15 à 25% de plus pour un pneu VE contre un pneu traditionnel. Mais d'après moi, c'est sûr que oui, je suis là dans l'industrie de pneus, alors j'ai une certaine opinion là-dessus, mais tu vas gagner dans l'autonomie de batterie. C'est sûr et certain, si tu mets un pneu traditionnel, tu vas la remplacer plus rapidement qu'un pneu VE. Alors, avec le 25% de plus que tu payes pour les pneus VE, tu vas quand même économiser de l'argent dans le long terme. Et on parlait d'autonomie de batterie aussi. Oui, il y a l'autonomie, la distance qu'on fait, mais ce qu'il faut réaliser, c'est que l'autonomie de batterie, finalement, c'est la quantité d'électricité qu'on met dans l'auto. Donc, c'est la facture d'Hydro-Québec en bout de ligne. Exactement. Ça te sauve de l'argent, ça te sauve aussi le temps d'aller moins en moins à le charger. Surtout, on sait ici, l'infrastructure est un sujet que tout le monde en parle, d'avoir plus de bornes d'électricité partout au Canada. Mais si tu vas, exemple, de Montréal plus nord au Québec et tu as déjà des pneus qui sont pas sensibles pour ton voiture, tu vas perdre 30% d'autonomie de batterie. C'est significatif pour si tu es sûr de la voiture pour 2-3 heures. Ça, c'est certain. Tantôt, Luciano, tu as abordé le mot hiver, puis là, je sais qu'on sort de l'hiver, qu'on est au printemps, qu'on ne veut plus l'entendre parler. Ouais, tu vas pas nous en reparler encore. Oui. Je vois souvent un débat sur les différents groupes sur Facebook ou sur les forums. Les pneus d'hiver, cloutés, pas cloutés. Il y a tout le temps des gens, on dirait, là, que c'est super polarisant. C'est religieux, quasiment. Presque. Il y en a, on dirait, qui vivent pas sans ça. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu en penses en étant un spécialiste de pneus? OK. Alors, si tu es quelqu'un qui habite dans une zone urbaine, tu es plus dans la ville, tu sors de la ville, exemple de Montréal, quelques fois par année ou juste pour aller sur quelques fins de semaine, tu n'as pas nécessairement besoin des pneus cloutés. C'est vraiment, des pneus cloutés sont faits pour des conditions extrêmes. Exemple, si tu vas utiliser ton véhicule sur une piste de glace pour faire du motorsport, c'est un excellent choix des pneus cloutés. Si tu es dans la ville, c'est vraiment pas nécessaire si tu es déjà avec une compagnie de pneus de tiers 1. Alors, évidemment, Pirelli, mais aussi mes collègues à d'autres compagnies de pneus. On a beaucoup de technologie déjà dans le caoutchouc, dans le pneu d'hiver, pour qu'on n'a pas nécessairement besoin de les clous en métal. Avec un très bon pneu, réputé, comme tu l'as dit, normalement avec des crampons traditionnels, ça va faire amplement le travail, même sur un véhicule électrique. C'est pas nécessaire parce que on part de mettre, exemple, des pneus cloutés sur un véhicule électrique. C'est sûr et certain que tu vas perdre d'autonomie de batterie. D'après moi, c'est et le bruit. Oui, et le bruit. Oui, et le bruit. C'est certain. Écoute, Luciano, le temps file rapidement. Oui. Les gens qui veulent en connaître un peu plus sur vos gammes de pneus, qui veulent se renseigner sur le modèle qui serait adapté à leur véhicule, j'imagine tu nous as parlé de la gamme de pneus Elect, qui sont des pneus faits pour les véhicules électriques. Est-ce qu'il y a de l'information sur votre site web? Où est-ce qu'on va si on va avoir de l'information là-dessus? Alors, c'est sûr qu'à notre kiosque aujourd'hui, avec le kiosque de Point S Canada, on a quelques brochures sur la technologie Elect et les bénéfices de les pneus Elect. Sur le site de Pirelli, il y a beaucoup de vidéos aussi très intéressantes qui montrent les différents aspects des pneus Elect. On a aussi Point S qui est là avec nous, qui sont des experts dans le domaine de pneus, comme Alex qui était ici avant moi. Alors, il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de bonnes vidéos sur YouTube pour aller regarder. Alors, je vous invite à aller voir sur les différents réseaux sociaux aussi pour avoir plus d'infos. Ben, Luciano,
Cifelli, Oui, c'est ça? Cifelli. Cifelli de Pirelli Canada. Merci beaucoup d'être avec Aucun nous aujourd'hui. problème. Les gars, merci d'avoir été là pour le podcast. Et puis, tout le monde, si vous voulez en savoir un peu plus sur les véhicules électriques, vous vous gênez pas. Silence on roule le podcast, www.silenceonroule.com, du contenu sur les véhicules électriques qui est diffusé régulièrement sur toutes les bonnes plateformes de balado. Épisode hors série.